Pourquoi les Allemands détestaient-ils le M, un garand, américain ou grand, si vous voulez déclencher une dispute dans les commentaires? L'homme qui a conçu le fusil le prononçait garand. C'est donc ce que nous allons utiliser maintenant, quelle que soit la façon dont vous le dites. Ce fusil était quelque chose de spécial lorsqu'il est apparu pendant la Seconde Guerre mondiale, et pour de nombreuses raisons que nous allons aborder. Alors, commençons par le tout début. Lorsque la Première Guerre mondiale s'est terminée, l'armée des États-Unis a constaté que la puissance de feu de l'infanterie ne suivait pas le rythme du champ de bataille. Les mitrailleuses et l'artillerie avaient dominé, et le fantassin américain standard, armé de son Springfield M1903 à verrou, ne pouvait tirer aussi vite qu'il pouvait actionner le verrou à la main. C'était à peu près la même chose pour toutes les autres armées du monde. L'armée voulait quelque chose de mieux, un fusil qui pourrait donner aux soldats individuels un tir soutenu plus élevé sans nécessiter le poids, la complexité ou l'équipage qui accompagnait une mitrailleuse légère. Ainsi, en 1919, la recherche d'un fusil de service semi-automatique a officiellement commencé. Maintenant, les fusils semi-automatiques n'étaient pas un rêve lointain à ce stade. Des fabricants d'armes commerciaux comme Remington et Winchester produisaient des fusils de chasse semi-automatiques depuis 1905. Et le chef de l'artillerie a explicitement déclaré qu'ils étaient prêts à tester un semi-automatique dès que quelqu'un en soumettrait un. Alors, pourquoi a-t-il fallu plus de 3 décennies supplémentaires pour que l'armée en adopte réellement un? Eh bien, la réponse se résume à la cartouche 30-06. Vous voyez, l'armée était profondément engagée envers cette munition, et pour de bonnes raisons. Elle avait été testée jusqu'à 1800 yards et était considérée comme efficace à des distances bien au-delà. Mais toute cette puissance avait un coût. La 30-06 générait une pression de chambre énorme, nécessitait une charge de poudre lourde, et cela rendait l'étui de la cartouche assez long. Une action à chargement automatique doit contenir toute cette pression, tout en gérant également un verrou lourd qui fait des allers-retours à grande vitesse. Les semi-automatiques commerciaux de l'époque ne pouvaient tout simplement pas le gérer. Quelque chose comme le Remington modèle 8 chambré en 35 Remington était conçu pour le gibier de taille moyenne à l'intérieur de 200 yards. En ce qui concernait l'armée, ce n'était pas assez puissant. Construire une action semi-automatique suffisamment solide pour gérer de manière fiable une cartouche militaire de pleine puissance signifiait fabriquer un fusil qui était tout simplement trop grand et trop lourd pour une distribution générale. Les premiers essais des années 1910 et du début des années 1920 ont fait venir divers concurrents, y compris des conceptions étrangères comme le fusil Bang danois et plusieurs expériences nationales. Aucun d'entre eux ne pouvait équilibrer robustesse, poids et fiabilité avec les exigences brutales de la 30-06. Puis John Cantus Garant est arrivé à l'arsenal de Springfield en 1919 et a immédiatement commencé à travailler sur le problème. Sa véritable percée est venue lorsqu'il s'est tourné vers un système à gaz. Cette conception prélevait une petite portion des gaz propulseurs de la cartouche tirés dans un cylindre monté sous le canon. Ces gaz entraînaient un piston et une tige de manœuvre qui faisaient fonctionner le verrou, éjectant l'étui usagé et chambrant une nouvelle cartouche. C'était un système qui utilisait l'énergie propre du fusil pour faire le travail, distribuant les forces d'une manière qui ne surchargeait pas les pièces. Cela a résolu le problème fondamental qui avait déconcerté tous les autres. Du milieu des années 1920 au début des années 30, l'armée a mené des essais compétitifs répétés et les conceptions à gaz de Garand se sont constamment démarquées. Mais voici où les choses deviennent intéressantes. Pendant cette période, l'armée a sérieusement envisagé d'abandonner complètement la 36. Il testait une cartouche plus légère appelée la 276 Pedersen, qui rendrait le fonctionnement semi-automatique plus facile à concevoir et permettrait aux soldats de transporter plus de munitions. Ce calibre a bien performé lors des essais, et en 1930, le Garand 276 a en fait remporté des recommandations formelles pour adoption, mais cela ne s'est jamais produit. Le haut commandement est intervenu et a rejeté le nouveau calibre pour des raisons logistiques et économiques. Les États-Unis avaient encore des stocks massifs de munitions 30-06 restants de la Première Guerre mondiale. Et au milieu de la Grande Dépression, personne ne voulait construire une toute nouvelle chaîne d'approvisionnement à partir de zéro.
Alors Garand a été forcé de revenir en arrière et d'adapter sa conception à la cartouche 30-06 plus lourde et à plus haute pression, encore une fois. Après des années d'essais et de débats internes, le fusil a été formellement adopté le 9 janvier 1936. Il a obtenu la désignation fusil américain calibre 30 M1. Vous voyez, c'était la première fois qu'une grande puissance militaire standardisait un fusil semi-automatique comme arme d'infanterie principale. Alors que la plupart des autres nations entreraient dans la Seconde Guerre mondiale en distribuant encore des fusils à verrou à leurs troupes, les Américains se positionnaient une génération en avance, et ils n'ont pas perdu de temps à augmenter la production. En juin 1941, quelques mois seulement avant l'attaque de Pearl Harbor, le département de l'artillerie produisait 1000 fusils M1 chaque jour. Alors, avant d'entrer dans les combats, expliquons réellement comment ce fusil fonctionne, car il y a beaucoup d'idées fausses qui circulent. Comme vous le savez probablement déjà, la caractéristique la plus distinctive est le système de chargeurs en bloc. La direction de l'armée a explicitement rejeté les chargeurs amovibles parce qu'ils étaient convaincus que les troupes les perdraient sur le terrain et que l'ouverture où un chargeur amovible s'insère laisserait entrer la saleté et les débris dans l'action et provoquerait des enrayages. Garand a conçu un chargeur interne fixe qui se chargeait à partir d'un clip en acier estampé, essentiellement une pièce de métal en forme de U qui contenait 8 cartouches dans une pile soignée. Vous le chargez en verrouillant le verrou ouvert, en appuyant le clip chargé vers le bas dans le boîtier par le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis en tirant légèrement le verrou vers l'arrière et en le relâchant. Le verrou se referme brusquement, arrache la cartouche supérieure du clip et la chambre à partir de là. Chaque fois que vous tirez, le verrou fonctionne automatiquement. Le suiveur à l'intérieur du chargeur monte et la cartouche suivante s'introduit dans la chambre. Et puis, lorsque la dernière cartouche est tirée, le suiveur monte suffisamment haut pour déclencher le loquet du clip et le clip vide est éjecté directement vers le haut, hors du boîtier avec ce ping métallique emblématique. C'est probablement le son le plus célèbre qu'un fusil ait jamais produit. Le verrou reste ouvert après ce dernier coup, ce qui indique au tireur qu'il est temps de recharger. Maintenant, vous avez probablement entendu l'histoire selon laquelle ce son de ping trahirait la position d'un soldat américain et ferait savoir à l'ennemi que son fusil était vide. Mais réfléchissez-y un instant. Pour que cela ait réellement de l'importance, il vous faudrait un soldat américain solitaire combattant à une distance si proche que l'ennemi pourrait entendre ce petit son métallique par-dessus le chaos de la bataille, reconnaître ce que cela signifiait et le charger avant qu'il ne puisse recharger. En réalité, les soldats américains combattaient aux côtés de leurs camarades. Et pendant qu'un homme rechargeait, les Allemands avaient encore beaucoup d'autres fusils dont il fallait s'inquiéter. Le combat est chaotiquement bruyant, et ce ping était presque toujours perdu dans le bruit des coups de feu, des explosions et des cris. De nombreux vétérans qui ont réellement porté le fusil ont insisté sur le fait que le ping était trop faible pour être entendu au-delà de quelques pieds. Il y a même des histoires de soldats jetant délibérément un clip vide pour appâter un ennemi à se dévoiler, mais je ne sais pas s'ils ont réellement été utilisés dans un vrai combat. Et bien sûr, aucune discussion sur le M1 ne serait complète sans mentionner l'infâme pouce Garand. Cela fait référence au fait de se faire coincer et écraser le pouce par le verrou lors du chargement incorrect d'un nouveau clip. La tige de manœuvre sur le Garand se referme avec une force réelle, et si votre pouce est toujours dans le chemin, vous allez le sentir. Ce n'était pas particulièrement courant dans le combat réel, mais cela s'est produit assez souvent sur les terrains d'entraînement pour qu'il gagne une réputation durable. Fondamentalement, vous appreniez la technique appropriée rapidement, ou vous l'appreniez douloureusement. Lorsque le M1 est finalement parti en guerre, c'était le premier fusil semi-automatique de dotation standard, adopté par une grande puissance militaire. L'avantage pratique par rapport aux fusils à verrou était énorme. Un soldat avec un M1 pouvait tirer les 8 cartouches aussi vite qu'il pouvait appuyer sur la gâchette sans jamais bouger ses mains sur le fusil. Cela signifiait qu'il n'avait pas à rompre son appui de joue ou à perdre son image de visée entre les coups, ce qui réduisait considérablement le temps de récupération du recul et lui permettait de réengager les cibles beaucoup plus rapidement. En termes bruts, le taux de tir visé augmentait d'environ 2,5 fois à 3 fois par rapport à ce qu'un fusil à verrou pouvait atteindre.
Mais comme toute nouvelle technologie, le M1 a fait face au scepticisme des hommes qui allaient réellement le porter. Les soldats vétérans qui s'étaient entraînés sur le Springfield M1903 prédisaient que le semi-automatique serait moins fiable et moins précis que leur fusil à verrou bien aimé. Les officiers craignaient que les nouvelles recrues aient du mal avec le mécanisme plus compliqué. Il y a même eu des maux de tête, logistique précoce, avec du personnel d'artillerie peu familier, avec le nouveau fusil expédiant accidentellement des clips chargeurs de 5 cartouches destinés au Springfield à des unités déjà équipées de Garand. Le fusil a eu son premier véritable test sur le champ de bataille dans le Pacifique Sud en 1942. À ce moment-là, la majeure partie du corps des Marines résistait encore au changement, apparemment par préférence du corps, non pas parce que les Garand n'étaient pas disponibles. Ainsi, la première action offensive, alliée de la Seconde Guerre mondiale, la campagne de Guadalcanal, a en fait été menée avec un fusil de la guerre précédente. Mais une fois que les Marines ont finalement mis la main sur le Garand et l'ont essayé au combat, ils en voulaient davantage aussi vite que possible. Ils ont rapidement appris que le M1 ne s'enrayait pas plus souvent que le Springfield et était tout aussi facile à entretenir. Malgré les inquiétudes concernant la façon dont un fusil à gaz résisterait dans le climat rigoureux du Pacifique, le Garand a en fait très bien performé avec un entretien régulier. Il n'y a pas eu de problème significatif. Les troupes américaines étaient assez satisfaites de leur nouveau fusil et il a servi de bon stimulant moral, sachant qu'ils étaient les seuls avec des semi-automatiques. Cela n'est pas passé inaperçu auprès des Japonais non plus. Ils ont rapidement réalisé le changement dans la puissance de feu des escouades américaines et pensaient que les unités américaines avaient beaucoup plus de mitrailleuses qu'elles n'en avaient réellement. Parce que tant de fusils semi-automatiques tirant en même temps créaient un volume de feu qu'ils n'avaient jamais rencontré auparavant. Les charges Banzai qui avaient fonctionné contre les troupes chinoises mal équipées n'étaient plus aussi efficaces maintenant. Les soldats japonais étaient souvent abattus par des fusiliers bien avant qu'ils ne puissent atteindre les positions américaines. Il était alors temps pour les Allemands de rencontrer le Garand également. Lorsque les troupes américaines ont affronté pour la première fois les forces allemandes lors de l'opération Torch en novembre 1942, pour comprendre pourquoi le M1 a eu un impact si frustrant sur les forces allemandes, nous devons d'abord clarifier ce avec quoi la Wehrmacht était réellement armée. Si votre impression de l'infanterie allemande vient de films et de jeux vidéo, vous imaginez probablement des troupes portant des mitraillettes MP-40, le révolutionnaire fusil d'assaut S, T, G44 ou peut-être le fusil de parachutiste F, G42. Et oui, les Allemands ont produit ces armes véritablement avancées. Mais regardez les chiffres réels. L'Allemagne a produit environ 1 100 000 MP40, environ 430 000 STG-44 et seulement environ 7 000 FG-42. Maintenant, comparez cela à plus de 14 millions de fusils à verrou, car 98 fabriqués entre 1934 et 1945. Vous voyez donc la différence. Le Kar 90 Takojetsuit est resté le fusil de service allemand principal jusqu'à la toute fin de la guerre. Malgré ce que les images de propagande pourraient suggérer, l'écrasante majorité des soldats allemands portaient essentiellement le même type d'armes que leurs pères avaient été portées pendant la Première Guerre mondiale. Maintenant, cela ne signifie pas que l'infanterie allemande était inefficace. Loin de là, mais leur doctrine fonctionnait complètement différemment de l'approche américaine. Les tactiques des squads allemandes étaient centrées sur la mitrailleuse MG-34 et plus tard MG-42 comme source principale de puissance de feu, les fusiliers à verrou servant dans un rôle de soutien construit autour du maintien de cette mitrailleuse alimentée et protégée. Les Alliés utilisaient des armes automatiques pour soutenir l'infanterie armée de fusils, tandis que l'armée allemande inversait complètement le processus en utilisant l'infanterie pour soutenir les mitrailleuses. C'était un système efficace, mais cela signifiait que le fusilier allemand moyen était surpassé en armement par son homologue américain dans les engagements individuels. Les Allemands n'étaient pas aveugles à l'avantage semi-automatique. Ils ont essayé d'y répondre. Et l'histoire de ces tentatives explique beaucoup pourquoi le Garand était si remarquable.
Leur premier effort sérieux était le G40 et un chambré dans la cartouche Mauser standard de 7,92 par 57 mm et alimenté par un chargeur fixe de 10 cartouches utilisant des clips chargeurs. Sur le papier, cela semblait raisonnable, mais en pratique, le G41 a échoué de manière désastreuse. Le problème a commencé avec un mandat de l'armée allemande selon lequel aucun trou ne pouvait être percé dans le canon pour un système à gaz. Cela a forcé les concepteurs à utiliser un mécanisme de piège de bouche compliqué basé sur le principe de l'ancien fusil Bang danois, où les gaz étaient décapturés à la bouche pour entraîner l'action. Le système s'est avéré incroyablement sujet à l'encrassement au carbone et à la corrosion. L'ensemble de bouches se composait de nombreuses pièces fines qui étaient difficiles à garder propres et un cauchemar à entretenir dans des conditions de terrain. Les tests américains ont montré que la fiabilité du G40E1 était nettement inférieure à celle du M1 Garand, en particulier lorsqu'il était exposé à la boue et à la pluie. La production de la variante Mauser n'a atteint qu'environ 6700 unités, et parmi celles-ci, environ 1700 ont été retournées comme complètement inutilisables. La production totale de G41 dans toutes les variantes a atteint environ 121 000. Mais la conception était fondamentalement défectueuse. Le Gewehr 43 était la tentative de l'Allemagne de résoudre ces problèmes, et ils l'ont fait en copiant essentiellement le système à gaz à piston à course courte du S-Faust 40 soviétique. Entrant en production en octobre 1943, le G43 était véritablement meilleur. Il comportait un chargeur amovible de 10 cartouches, était plus léger que le G40E1 et utilisait des pièces estampées à la place de nombreux composants usinés pour accélérer la fabrication. Mais l'Allemagne ne pouvait toujours pas le faire fonctionner à grande échelle. La production a commencé beaucoup trop tard, ne leur donnant qu'à peine 18 mois avant la fin de la guerre. L'industrie allemande était déjà étirée, jusqu'au point de rupture, en produisant des chars, des avions et des munitions. Et il n'y avait tout simplement pas de capacité pour réoutiller pour une production de fusils semi-automatiques de masse. La production totale de G43 a atteint environ 400 000 unités, tandis que les Américains ont construit 5,44 millions de M1 Garand. Les États-Unis ont réussi à équiper pratiquement toute leur infanterie de fusils semi-automatiques, quelque chose que l'Allemagne n'a jamais pu approcher. Les Soviétiques avaient leur propre fusil semi-automatique, le SVT-40, adopté en 1940. Il tirait la cartouche 7,62 par 54 R, à partir d'un chargeur amovible de 10 cartouches. Mais le SVT-40 avait de sérieux problèmes. Il était sensible à la qualité des munitions et sujet à des problèmes de fiabilité que les tests soviétiques ont quantifiés à environ 10% de taux d'échec contre seulement 1,75% pour le M1 Garand. Les soviétiques l'ont finalement progressivement éliminé en faveur de l'ancien fusil à verrou Mosin-Nagant et des mitraillettes parce qu'ils étaient beaucoup moins chers à produire et plus faciles à apprendre et à entretenir pour les conscrits mal formés. La Grande-Bretagne a en fait considéré le M1 Garand en 1939, mais était déjà engagée dans la production de Lee Enfield et ne pouvait pas justifier la perturbation du changement. Le Japon a développé le Type 4, qui était essentiellement une copie directe du Garand, mais ils n'ont réussi à produire qu'environ 250 fusils avant la fin de la guerre. Le M1 a réussi là où tous ses efforts ont échoué, parce qu'il combinait fiabilité et simplicité mécanique d'une manière qu'aucun concurrent ne pouvait égaler. Le fusil pouvait également lancer des grenades en utilisant le lanceur de série M-Sept, un simple adaptateur de type tube qui glissait sur la bouche et se verrouillait sur le guidon de baïonnette. Une grenade à fusil se posait sur ce tube et le soldat chargeait une cartouche à blanc spéciale. Tirer la cartouche à blanc propulsait la grenade vers la cible. Parce que cette configuration désactivait effectivement le système à gaz, le fusil devait être actionné manuellement pendant que le lanceur était attaché, mais les grenades à fusil pouvaient atteindre des cibles à 100 à 200 yards, sans avoir besoin d'une équipe de mortier dédiée. Maintenant, le Garand n'était pas parfait, et deux plaintes revenaient régulièrement de la part des vétérans du combat.
La première était le poids. Un M, un chargé avec une bretelle en cuir d'époque, pesait environ 10 livres, et avec une baïonnette attachée pour le combat, vous regardiez plus de 11 livres. Même selon les normes de 1940, c'était lourd. Le Springfield M1903 qu'il remplaçait pesait 8,7 livres. Et la carabine M1 qui a été développée spécifiquement pour les troupes de soutien ne pesait que 5,2 livres, ce qui signifie que le Garand était presque 2 fois plus lourd que la carabine. Les rapports d'artillerie de l'armée d'avant-guerre déclaraient explicitement que le M1 était trop lourd et encombrant pour que la plupart du personnel de soutien, comme les officiers d'état-major, les artilleurs et les opérateurs radio puissent le porter, ce qui est exactement pourquoi la carabine M, un peu légère, a été développée en premier lieu. La deuxième plainte était plus tactique. Vous ne pouviez pas facilement compléter un chargeur partiellement vide. Disons qu'un soldat attaquant une position ennemie tirait 4 ou 5 cartouches, puis sautait à couvert avant de faire une autre avancée. Il voudrait 8 cartouches complètes prêtes. Mais il ne pouvait pas facilement vérifier combien il en restait, et il ne pouvait pas simplement glisser quelques cartouches supplémentaires dans le clip pour le compléter. Il pouvait éjecter manuellement toutes les cartouches restantes et le clip, perdant toutes les munitions qui restaient, ou il pouvait tirer les cartouches restantes pour vider le fusil s'il ne craignait pas de révéler sa position, ce qui était en fait la méthode de terrain la plus courante malgré le gaspillage de munitions. Il existe des techniques pour charger individuellement des cartouches dans un clip partiellement plein, mais elles sont lentes, nécessitent 2 mains et sont complètement impraticables sous le feu. La solution évidente aurait été un chargeur amovible. Mais pour l'armée américaine, l'innovation n'est arrivée qu'avec le M14, qui n'a été adopté qu'en 1959. Le M1 Garand est resté le fusil de service américain standard pendant la guerre de Corée de 1950 à 1953, équipant la plupart de l'infanterie des Nations Unies tout au long de ce conflit. Il a commencé sa carrière comme un fusil supérieur à presque tous égards à ce que l'ennemi portait. Mais à la fin de ses 22 ans de service, il devenait désespérément dépassé. Le fusil qu'il a finalement remplacé était le M14. Essentiellement un Garand fortement modernisé construit autour de la nouvelle cartouche OT, AN 7,62 par 50 et 1 comme successeur plus court et plus efficace de la 3006. Les améliorations clés ont abordé les principales limitations du Garand. Un chargeur amovible de 20 cartouches a finalement éliminé le clip en bloc et le fusil offrait une capacité de tir sélectif avec des modes semi-automatiques et automatiques complets. Le M14 a été ambitieusement conçu pour remplacer non seulement le M, un Garand, mais aussi la carabine M1, la mitraillette M3 Grease Gun et le fusil automatique Browning M 1918, consolidant 4 armes en une. Cependant, cela a rapidement été jugé impossible avec le M14, considéré comme pas tout à fait la bonne plateforme pour ce rôle combiné, et avec de sérieux problèmes dès le départ. En tir automatique complet, les soldats ont constaté que le fusil était fondamentalement incontrôlable en raison du recul puissant. Après seulement quelques cartouches, la bouche montait si mal que vous tiriez vers le ciel. À environ 11 livres et 44 pouces de long, il était en fait plus lourd et plus long que le Garand qu'il remplaçait. La crosse en bois traditionnelle gonflait dans des conditions de jungle humide, affectant la précision, ce qui est devenu un problème sérieux alors que l'implication américaine au Vietnam s'intensifiait. Les rapports de combat ont montré que les soldats ne pouvaient pas transporter suffisamment de munitions lourdes de 7,62 pour maintenir la supériorité de feu contre des ennemis équipés d'AK-47, et le terrain au Vietnam forçait la plupart des engagements à 300 mètres ou moins, annulant complètement l'avantage de portée que le M14 offrait théoriquement. Alors, le M14 s'est retrouvé avec la durée de service la plus courte de tous les fusils d'infanterie américains standards de l'ère moderne, avec seulement environ 11 ou 12 ans. Le fusil d'assaut M16 chambré pour la cartouche beaucoup plus légère de 5,56 autant l'a officiellement remplacé entre 1967 et 1969. Voyez-vous, les Allemands avaient en fait déjà compris cette histoire de cartouches intermédiaires pendant la Seconde Guerre mondiale.
Leurs études ont montré que la plupart des combats d'infanterie se déroulaient à moins de 300 musiques mètres, souvent beaucoup plus près. Les cartouches de fusil de pleine puissance étaient excessives pour ces distances d'engagement. Leur solution était donc le 7,92 fois 33 mm Kurz, essentiellement la même balle que le KR-98, tirée mais avec une douille plus courte, ce qui signifiait moins de recul mais plus puissant que les mitraillettes de calibre pistolet. Ce concept de cartouche intermédiaire a été testé avec le STG-44. Et bien que ce fusil soit arrivé trop tard pour avoir de l'importance, musique dans la guerre, l'idée qui le sous-tendait a influencé tout ce qui a suivi. La munition de 5,56 autant, qui a remplacé le 7,62, était essentiellement la même réflexion appliquée des décennies plus tard. Dans les années 1970 et 80, pratiquement toutes les grandes armées avaient effectué la même transition vers les cartouches intermédiaires. Les munitions de pleine puissance ont toujours leur place pour le tir de précision à longue distance, mais elles ne sont plus ce que chaque fusilier porte, mais c'est le sujet d'une autre vidéo. John Garand lui-même a reçu la médaille du mérite le 28 mars 1944. Personnellement décernée par le président Roosevelt, c'était la plus haute distinction civile disponible à l'époque. Musikedetjes. Reconnaissance pour l'homme dont le fusil avait donné un avantage aux soldats américains.